Merci. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Et merci de votre attention. Et merci également aux membres de notre tribune, aux panélistes. C'est pas toujours facile. Parfois, on connaît la réponse qu'on veut donner, mais devant les caméras, devant l'auditoire, c'est un peu plus difficile. Il ne nous reste pas beaucoup de temps à passer ensemble, mais quand vous pensez au nursing dans l'avenir, qu'est-ce qui est plus pressant? Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Est-ce qu'il y a quelque chose de novateur que vous aimeriez partager? Est-ce qu'il y a un sujet brûlant que vous aimeriez partager avec d'autres? Bon, je sais que c'est pas facile dans une salle comme celle-là, remplie de gens qu'on ne connaît pas toujours, mais on vous donne l'occasion de partager vos commentaires, de poser une question. Il y a des microphones qu'on va distribuer, mais vous voyez, il faut parler quand même assez près du micro si on veut bien nous entendre. On a quelques minutes à notre disposition, alors qui va briser la glace? Qui est le brave ou la brave? Oh, vous êtes très timide. Oui, j'allais vous demander. Bonjour, je m'appelle Michel. Je voulais simplement vous dire merci. Merci à la INB d'avoir invité les infirmières auxiliaires ici aujourd'hui. Je représente les infirmières auxiliaires du Nouveau-Brunswick. Et cette tribune a été vraiment très intéressante pour moi. Ça m'a remué quelque peu. Mais ce qui me passionne vraiment, moi, c'est la formation. Et je travaille également dans le secteur des soins de longue durée. Mais il y a une expérience qui m'a fait réaliser très, très récemment. Et j'aime pas utiliser ce mot-là, mais de voir combien d'obstacles, combien de barrières il y a dans la province et dans le secteur des soins de santé en particulier, et la division dans les rôles. J'aimerais voir une plus grande collaboration, de faire en sorte que ces barrières soient abaissées, en quelque sorte. Je n'ai pas de médecin de famille pour l'instant, et pour moi, ça a été difficile, vous savez, de poursuivre, difficile pour moi de trouver un médecin, par exemple, ou de voir un médecin. Je sais qu'il y a d'autres options pour moi, mais il y a des obstacles, des barrières qui m'empêchent d'aller là où je dois aller, où j'ai besoin d'aller. Non, je suis un peu nerveuse, là, vous entendez sûrement ça dans ma voix, mais il y a des barrières qui m'empêchent, moi, et qui empêchent d'autres personnes également d'obtenir les soins de santé dont ils ont besoin. Cela dit, j'aimerais simplement qu'on puisse supprimer ces barrières, aplanir ces obstacles. Et il y a des consultations qui sont nécessaires. J'ai des consultations, mais pour ces consultations-là, il faut que, ou ces conseils, je dois voir un médecin. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Absolument que je voie un médecin. Il y a peut-être moyen de faire autrement. Alors, c'est important de faire savoir aux gens que les infirmières praticiennes, par exemple, sont là et peuvent faire ce genre de... Bon, pour se retrouver sur ce registre des personnes sans patient, on dit, il y a peut-être... vous pourriez peut-être voir certaines infirmières praticiennes, puis la réponse finale, c'est non, c'est pas le cas. Je pense qu'il faut faire un peu plus d'éducation sur le rôle de chacun pour réduire ces barrières, pour que les gens puissent vraiment travailler à la pleine portée de leur champ d'exercice. À l'AIC, nous avons travaillé très, très fort justement pour éliminer ces barrières, entre autres celles des infirmières qu'on impose aux infirmières praticiennes. À première vue, là, je me suis aperçue qu'il y avait 84 lois qu'il fallait modifier avant que ces choses-là puissent se faire et avant qu'on puisse obtenir l'assentiment royal. Mais en tout cas, merci pour vos commentaires. Paula,
Oui, je voyais que vous avez vraiment ajouté. Merci d'avoir partagé votre récit. Et le syndicat, en collaboration avec la INB et l'Association des infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick, la Société médicale, le ministère, on reconnaît tous qu'il y a des infirmières praticiennes qui risquent de perdre leur licence si elles ne réussissent pas à accumuler suffisamment d'heures de travail. Et on sait qu'il y a des médecins, il y a des médecins de famille et des médecins qui ont des cabinets médecins qui pourraient peut-être en congé de maternité ou en congé, et puis leurs patients restent comme ça sans que personne puisse s'en occuper. Ben, on sait qu'on a des infirmières praticiennes qui pourraient faire une partie de ce travail. Et c'était il y a 3 semaines, je pense, on a signé avec le Conseil du Trésor une entente sur les remplaçants qui permettrait aux infirmières praticiennes de se rendre dans ces cabinets-là pour offrir certains services. Les infirmières praticiennes peuvent accepter cette charge de travail qu'un médecin doit momentanément quitter. Donc, il s'agit de voir les choses différemment. Tous les gens étaient là, mais on continue d'insister là-dessus avec l'appui de l'association. On dit les infirmières praticiennes peuvent faire certaines de ces choses-là. Il faut faire preuve, il faut être novateur. Et comment est-ce qu'on peut réduire ce nombre de patients orphelins qui sont sans médecin? Merci. Bon, j'espère que je m'exprimerai bien. Avant même que je fasse mes études, on parlait du vieillissement de la population du Nouveau-Brunswick et cette crise qui s'en venait. Et pendant cette période, bien entendu, c'était beaucoup plus éloigné, beaucoup moins imminent que ça ne l'est maintenant. Ou imminent, pardon. On parle encore de cette population vieillissante du Nouveau-Brunswick et cette crise qui s'en vient. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que d'ici à ce qu'on ait surmonté cette crise, eh bien, qu'enfin, on sera en mesure d'y trouver une solution. Alors, ma question, c'est la suivante. Quelles sont les mesures que nous prenons aujourd'hui qui vont nous permettre de faire face à cette crise pendant qu'elle sévit? À l'heure du lunch, on parlait de ça et on se disait que la population vieillissante, éventuellement, ne sera plus là. Et à quoi va ressembler la population à ce moment-là? Et en tant qu'infirmière, il va falloir trouver d'autres façons de changer, d'offrir des soins de santé. On ne sait toujours pas à quoi ça ressemble parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblera cette population à ce moment-là. À un moment donné, je ne vais pas me réveiller et puis dire, où est-ce que tout le monde est parti? Non, je ne suis pas la seule qui va rester. Always going to be people in New Brunswick. I'm hoping we're... Il y aura toujours des gens de Nouveau-Brunswick. La population ne va pas tout simplement disparaître. Les tendances viennent et s'en vont. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire face à cette situation qui est très imminente? S'il s'agit de former un plus grand nombre d'infirmières praticiennes ou de permettre d'élargir le champ d'exercice de la profession, est-ce qu'on embauche des gens pour aller dans les écoles secondaires, par exemple, comme agent de recrutement, pour attirer les gens à la profession là où on en a besoin? Et commencer à faire ces choses qui nous sont nécessaires de faire. On a interviewé Deb Gray, qui a créé le Parti réformiste dans les années 2000. On l'a interviewé à nouveau en 2005. Il a dit, qu'est-ce que le gouvernement a fait, selon vous, pour faire face à cette situation? On sait depuis 1947 que ça s'en vient. Et elle était très sérieuse, elle a dit. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait pour façonner... vous avez peut-être ces anciennes écoles qui deviendraient des foyers de soins ou encore des... Bon, moi, je serai peut-être là dans 35 ans, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on va gérer ces choses-là?
Les gouvernements sont loin d'être préparés à cette chose-là à laquelle nous sommes confrontés maintenant et pourtant qu'on connaît depuis très longtemps. C'est pas la solution ne viendra pas d'un seul groupe ou d'une seule personne. Il faudra que l'ensemble du gouvernement se penche sur cette question-là. Mais c'est pas un enjeu canadien seulement, c'est un enjeu nord-américain. Il n'y a pas que le Nouveau-Brunswick qui est saisi d'une situation comme celle-là. En tant que Régie de la santé, nous sommes en mode de réaction parce que on n'approuve pas le nombre. C'est pas nous qui décidons du nombre de places dans les facultés ou tout ça. On demande plusieurs choses. Mais je vais vous dire un peu ce qu'on fait. À notre avis, il faut un changement dans le modèle de prestation des soins de santé. On met beaucoup plus d'accent maintenant sur les soins de santé primaires. On ne peut pas s'occuper de cette population-là en milieu hospitalier comme qu'on le faisait pour la population de 30-40 ans. Les maladies sont différentes. Les incidences sont différentes. Donc, d'amener une personne plus âgée à l'hôpital et penser qu'on va les traiter de la même façon qu'on soigne une personne de 30 ans, c'est plus réaliste. Et c'est ça la discussion qu'on a eue hier, justement. On a dit que la population commence à discuter des choix, de dignité dans les soins et tout ça. Et il ne faut pas traiter tout le monde comme si tout le monde était pareil. Mais on ne peut pas changer notre modèle de soins aigus avant qu'il y ait autre chose d'offert en remplacement. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur le développement des soins de santé primaires. Que ce soit en santé mentale, clinique de soins, tout ça. C'est là où on investit nos nouvelles ressources, pour le peu qu'on ait des nouvelles ressources. Et ces ressources-là viennent du gouvernement. C'est pas que le gouvernement ignore la situation, mais ce qui est frustrant, c'est que ces changements-là ne se font pas assez rapidement. Il n'y a toujours pas ce dialogue dans le public non plus quant à la nature appropriée de ce genre de choses. Parce que la population gravite toujours autour de l'hôpital. On dit « Oh, ben la clinique, c'est bon, mais là, je suis malade, il faut vraiment que j'aille à l'hôpital. » Et ça, c'est parce qu'on n'a pas développé vraiment les services en milieu communautaire ou est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas accessibles? Je pense que la question d'accès, c'est important. On fonctionne un peu du lundi au vendredi. Mais jusqu'à ce qu'on soit plus accessible, l'hôpital devient le point d'accès. Et là, on vous soigne comme si vous étiez une personne de 30 ans ou 50 ans, peu importe votre âge. Et pourtant, peut-être que ce n'est pas le type de soins que les gens veulent, mais bon. Du côté recrutement, du moins du côté anglophone de la province, je ne m'inquiète pas trop quand on sait que les listes d'attente pour accéder à ces programmes est très longue. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de l'importance de recruter. Non, on ne peut pas continuer de réduire le nombre d'inscriptions. On avait augmenté ces inscriptions il y a quelques années, mais éventuellement, les universités ont choisi de réduire le nombre de places. Et puis, bon, voilà, on en a moins maintenant. Et ça, c'est un problème. Mais c'est un choix que les universités ont fait. Si on continue de laisser ces nombres d'inscriptions diminuer, on va en subir les conséquences. Je voulais revenir sur ce que Jerry disait au sujet des universités. Il existe un comité de ressources infirmières et ce que la INB, entre autres, demande, c'est de mieux gérer cette liste d'attente. Parce qu'à toutes les 6 semaines, si quelqu'un est sur la liste d'attente, là, il commence à passer à un autre programme peut-être. Et une fois qu'ils le font, une fois qu'ils ont changé d'idée quant à leur profession, ils ne reviennent pas à leur premier choix. Donc, il faut voir comment le financement des universités est attribué aux différents programmes et comment tout ça s'est pondéré. Mais là-dessus, je voudrais quand même ajouter qu'il y a des améliorations. Jody a beaucoup travaillé de ce côté-là et je lui laisserai parler de ça. Hier, par exemple, un des membres de la INB a participé à un webinaire dans lequel on invitait les propositions pour des projets sur le vieillissement, des projets de soins aux aînés.
Et je sais que j'ai déjà parlé à Paula et à Joanne. J'aimerais bien parler à Linda aussi quant à voir comment on peut préparer une proposition pour obtenir un changement en matière de soins de santé primaire. Il existe différents groupes à travers la province qui participent, qui travaillent vraiment activement à trouver une solution. Est-ce qu'il faut pousser plus fort? Oui. Oui, si vous me permettez. Du côté des foyers de soins, nous travaillons beaucoup au développement de concepts novateurs ou l'évolution des foyers de soins. On a un modèle qui est en place depuis des décennies du côté des foyers de soins. Et on reconnaît maintenant qu'il nous faut voir les choses différemment. Il faut penser, réfléchir, il faut voir comment on peut s'intégrer aux communautés, comment offrir des services d'une nouvelle façon. Des concepts, par exemple, comme celui d'un foyer de soins sans mur ou hors mur, dans les petites communautés, par exemple, où il y a très peu de ressources autres, ça devient une solution intéressante. Les foyers de soins pourraient peut-être intégrer ces services. Et puis, il y a d'autres modèles également qui se développent ailleurs dans d'autres pays. Par exemple, et c'est un exemple que j'ai partagé souvent, et d'ailleurs, j'ai eu la chance de me rendre à Deep River, en Ontario, et là, il y a une équipe mobile ou itinérante des foyers de soins qui se rend dans les maisons, dans les foyers des particuliers pour offrir les soins. On revendique l'importance de partenariat avec les gouvernements. Et si vous me permettez d'ajouter une chose, parfois on oublie que le vieillissement, c'est pas de maladie et que la plupart, il y a bien des gens qui vieillissent très bien à la maison. Et puis, on a toujours voulu être les champions, les défenseurs du mieux-être dans la communauté même. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de notre système. Oui? Moi, j'ai travaillé dans un foyer de soins pendant très, très longtemps et je sais que le recrutement et le maintien en poste est un enjeu, un problème important. On demande des heures additionnelles de soins et ça, c'est une partie importante, c'est-à-dire d'obtenir ces heures additionnelles. Il y a un foyer de soins qui vous ouvrira bientôt. On a ajouté 30 lits, mais on n'a pas le personnel pour s'occuper de ça. En nous donnant plus de foyers de soins, c'est pas suffisant. On a besoin du personnel. Et pour inciter les gens à venir travailler dans les foyers de soins, il faut que la rémunération soit meilleure et il faut qu'il y ait plus d'heures de soins. Et puis, on sait qu'il y a aussi un épuisement professionnel qui est très, très grand de notre côté. Alors, souhaitons qu'ensemble, nous pourrons trouver des solutions. Oui, quand on parlait de la rémunération, on le fait pour les infirmières qui travaillent en milieu éloigné, par exemple. On leur offre une bonification. Peut-être qu'on devrait arriver à ça. Le salaire, c'est pas tout. Parfois, il faut essayer d'autres moyens. Il nous reste quelques instants simplement pour les commentaires de Maureen. Et désolé qu'on n'ait pas pu accepter plusieurs questions. La INB se fera un plaisir d'accepter vos questions par courriel ou je suppose que c'est la même chose pour n'importe laquelle des organisations. Mais je tiens à vous remercier. Merci pour vos commentaires, pour ce dialogue des plus intéressants. Et encore une fois, remercions nos panélistes. Je cède la parole à Maureen, votre présidente désignée. Il fera quelques commentaires de clôture. Oui? Bon, j'appelle Maureen Wallace. Je suis votre présidente désignée de la INB. Merci aux panélistes et à vous toutes pour... Infirmière encourageant et visionnaire qui a fourni des pistes vers un avenir brillant. I'd like to take this opportunity to thank the staff of NANB, who are probably... Je tiens à remercier le personnel de l'AINB, maintenant qu'ils sont tous sourires. Merci d'avoir coordonné cet atelier. Je pense qu'on a entendu des choses très positives. C'est de l'information, des renseignements que nous allons partager à nos collègues de travail. Et je sais que l'AINB va également faire la même chose.
La discussion avec les membres et les intervenants a été très, très utile. Et c'est vrai qu'il y a une rencontre des intervenants lundi, où il y en a eu une, pardon, c'était très, très efficace. Le fait d'avoir le plus haut niveau de maladies cliniques nous amène à faire face à des défis très grands, mais on peut quand même les aborder ensemble et être chef de file en quelque sorte et apporter les initiatives qui vont nous permettre de transformer notre système de soins de santé et voir comment nous pouvons améliorer la santé des Néo-Brunswickois. Merci à vous, Michael. Un leader visionnaire de l'AIIC, c'est ce que je lis sur mes notes et je pense que c'est pas peu dire. Et j'ai bien aimé avoir cette occasion pour apprendre à mieux vous connaître. Et c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous depuis ces quelques derniers jours et j'espère que vous allez bien profiter de votre séjour. Comme vous savez, sous la gouverne de l'AIIC, sous la gouverne de Monsieur Villeneuve, ont mis de l'avant des initiatives très importantes pour... merci également à Mme Short de l'île du Prince-Édouard. Quand je vois l'île du Prince-Édouard sur un papier, ça me fait vibrer de façon un peu plus particulière. Ce sont des moments très intéressants pour nous tous et on sait que vous avez hâte de reprendre la route. Alors, merci d'avoir été là. Bon voyage de retour et on se revoit bientôt.